Bonsoir à tous, merci d'être venus assister à notre apéro-talk. Ce soir, notre invité c'est Marc Rougier, fondateur et président de Scoopit, entre autres. Et je vais le laisser se présenter, vous parler de son parcours entrepreneurial, des boîtes qu'il a créées. Et voilà, Marc, c'est à toi. Bonsoir, merci beaucoup d'être là tout le monde. J'ai commencé à faire connaissance un petit peu. Donc Marc Rougier, je suis entrepreneur récidiviste, passionné. J'ai monté ma première boîte il y a 25 ans, un petit peu par hasard. Je sortais d'une école de télécom que j'ai faite également par hasard. J'ai atterri à McGill University à Montréal pour faire une thèse en intelligence artificielle. Et là-bas, j'ai créé une race d'aliens qui n'existait pas en France, qui étaient des entrepreneurs. Un type que j'ai trouvé jeune, passionnant, fou, et que j'ai trouvé vraiment génial. Je me dis que c'est plutôt ça que je veux faire, et j'ai laissé tomber les études que j'étais en train de tenter. De toute façon, ça tombait bien, je ne comprenais pas grand-chose. Et j'ai monté ma première boîte là-bas, donc à une époque où la France était au sommet de l'Internet, puisque l'Internet n'existait pas, mais on avait une Minitel, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc c'était... vous étiez peut-être pas né en partie pour vous. Donc j'ai monté ma première boîte, j'ai pris le virus, ça m'a beaucoup plu, ça a super réussi d'un point de vue de me donner le virus à vie, et complètement pas d'un point de vue capitalistique, mais on s'en fout, j'ai en gros plus de quoi payer mes pâtes et sans mettre trop de beurre pendant 2 ans, mais super aventure. Après j'ai rejoint un grand groupe qui s'appelle Thales, qui s'appelait Thomson à l'époque. J'ai vendu des radars, des systèmes de contrôle trafic aérien et autres satellites un petit peu sophistiqués, des trucs assez glamour, un petit peu partout dans le monde, et en particulier en Asie-Pacifique. J'avais une passion pour cette région du monde qui représentait le vrai voyage, l'autre frontière, le monde que je ne connaissais pas. Donc j'ai vécu un petit peu en Australie, à Singapour, en Chine, et j'ai découvert des environnements un petit peu différents. Puis le virus de l'entreprise m'a repris. J'ai monté donc ma deuxième boîte, j'habitais à l'époque à Washington, une boîte dans la virtualisation. Comme vous êtes dans une école qui vous apprend à coder, c'est un mot que vous devez connaître. La référence dans ce domaine, c'est VMware. VMware, à cette époque, était tout jeune, c'était encore tout petit. Et on avait tenté de faire un concurrent sur Linux, avec une réussite un petit peu meilleure que la première, mais en connaissant plein de pivots, plein de problèmes complexes, plein de challenges. Boîte que j'ai montée à Toulouse et flippée à Palo Alto en Californie, et que IBM a acquise en 2005. Donc c'était une expérience intéressante à tous égards. En 2005, j'ai rejoint IBM, j'ai fait le customer support de l'achat de ma boîte. Donc je travaillais 1 an sur l'intégration de la boîte, et puis il y a une deuxième année sur un job super intéressant qui s'appelle le corporate development, c'est-à-dire de l'autre côté de la table dans le M&A, dans le merge and acquisition, donc identification de cibles, éventuellement acquisition de boîtes pour IBM. Ça vous donne une perspective intéressante de savoir comment vous êtes consommé par les grands prédateurs de ce monde. IBM, boîte magnifique qui m'a très bien traité, mais malheureusement sur lequel il y avait une zillion de couches hiérarchiques qui ne correspondent pas à mon rythme biologique. Donc j'ai remonté une boîte ensuite en 2007 qui s'appelait Goodjet, qui était une tentative de faire un réseau social mobile, qui était partie d'une idée qui n'était pas complètement bête. On pensait que l'Internet allait être utilisé sur des téléphones portables. Ce n'était pas complètement bête, mais on pensait qu'il ne rentrerait pas dans les téléphones portables sous son format actuel, et que probablement il faudrait le mettre sous forme de petits formats, des petits widgets qu'on pourrait organiser comme on veut sur son écran téléphonique, qu'on irait chercher sur un store en ligne et qu'on mettrait sur son téléphone. Donc l'idée n'était pas totalement stupide. On l'a mal exécuté, Steve Jobs est arrivé, il l'a exécuté pas mal mieux que nous. Et puis on s'est entêté un petit peu, et finalement on a fini par rater Goodjet, à le tuer et à pivoter sur une autre boîte, qui est donc ma 4e, qui s'appelle Scoopit. C'est une plateforme de publication par curation. Donc ça consiste à aider les gens, les entreprises et les marques, c'est en B2B, à devenir des médias, à publier, à exister sur le web, à augmenter leur visibilité et leur réputation sur le web en devenant des publieurs, donc en recyclant du contenu. Ça, on l'a lancé novembre 2011, ça fait donc 3 ans, ça fera 3 ans le mois prochain, et ça se passe pas mal, né également à Toulouse, avec la même équipe d'ingénieurs que j'adore et qui sont brillantissimes, qui avaient fait Goodjet et qui nous suivent encore, né à Toulouse, mais flippé également à San Francisco cette fois-ci, où je suis avec mon associé et l'équipe Business Development, Marketing and Sales de Scoopit, qui vit sous 2 sources de revenus. D'une part, des conversions qu'on fait en ligne sur un modèle freemium, donc on a 1,5 million d'utilisateurs gratuits et un certain nombre qu'on essaye de convertir en ligne. Et par ailleurs, on fait aussi des deals en direct, B2B, avec des entreprises plus grandes. Ce qui explique ma présence ici pendant 3 jours à Paris. On avait des conférences Scoopit et puis un petit peu de business développement à cette occasion. Voilà. En parallèle, j'ai un hobby qui peut éventuellement concerner la discussion de ce soir, c'est d'aider dans la mesure de mes humbles moyens, mais moyens très motivés, les porteurs de projets à devenir entrepreneurs, essayer d'expliquer c'est quoi le virus, quelles sont les étapes à franchir. J'ai une grande collection d'erreurs que j'ai faites et que je suis ravi de partager, comme ça permet aux jeunes entrepreneurs d'en faire d'autres. Il faut être aussi innovant dans l'erreur.
Et donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne et j'ai connu le bouleversement de l'écosystème de l'entrepreneuriat en France sur ces 25 dernières années. Ce que vous êtes aujourd'hui n'existait pas il y a 25 ans. Le web n'existant pas, c'était beaucoup plus dur de créer des boîtes parce qu'il fallait créer des usines, des produits physiques et des choses comme ça. C'était hyper compliqué. Très peu de gens pouvaient se lancer. Ensuite est venue toute une génération de gens qui auraient pu se lancer mais qui ont eu peur parce qu'il y a une bulle qui a explosé, puis parce que les 35 heures c'était bien, et puis parce que tout ça, et qui ne se sont pas lancés. Et puis maintenant on arrive à votre génération, enfin de la folie, vous êtes tous des malades mentaux, vous allez tous vous faire très très mal et la plupart d'entre vous vont rater, mais on s'en fout, ça va être des expériences magnifiques. Et en plus il y en a qui vont réussir et moi ça me fait vraiment super plaisir de voir que, ça ne faisait pas partie de l'introduction de moi, mais ça me fait super plaisir de voir que il y a cette génération qui pousse et qui sont super courageux et notre avenir vous appartient, donc merci d'être là. Très bien. Voilà l'intro. C'était un peu rapide quand même. C'est un peu rapide? Oui, bah, tu as passé en revue, tu as tout passé en revue en fait, et là maintenant, bon, qu'est-ce qu'on va se dire? Bah, tu avais dit que c'était apéro talk, donc talk c'est fait. On passe à l'apéro. Oui, ça va bien. Non, pas encore. Eh bien, parle-nous un peu de... Justement, quelle a été la transition entre Googjet et Scoopit? Tu as dit que c'était la même équipe d'ingénieurs? Voilà, donc ça, ce qu'on a fait, ça s'appelle un pivot. Donc ça veut dire qu'on a planté une boîte, mais qu'au lieu de la planter en la jetant complètement, on a essayé de récupérer les actifs qu'il y avait dans cette boîte, qu'on pensait être valables, et on a essayé de les reconfigurer sur quelque chose de différent. Donc quand on a lancé Googjet, on pensait qu'on était vraiment super géniaux. Et vraiment, on était super géniaux, comme se dire, l'Internet allait rentrer dans les téléphones portables et il se ferait sous forme de widgets qu'on pourrait organiser sur son téléphone. C'était pas complètement stupide. On supportait 450 types de téléphones différents, la plupart des marques qui n'existent même plus. Le téléphone qui régnait dans le monde, c'était le N95 de Nokia, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Même Nokia, ça ne vous dit plus rien. Et donc l'idée était pas mal, et puis on s'est rendu compte de plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que l'écosystème a changé du jour au lendemain quand Steve Jobs a balancé son idée d'iPhone. Et quand il est arrivé, on nous a demandé est-ce que ça vous fait peur? Mais non, ça nous fait super pas peur. On est content que Steve Jobs arrive et qu'il évangélise le marché. Cet enfoiré, il l'a évangélisé, puis il l'a pris, et il ne nous restait plus rien. Et là, on a fait face à un échec. Alors Steve Jobs n'est pas responsable, on a aussi mal exécuté, on a fait un business plan à base de pubs, personne cliquait sur les pubs de téléphone. À l'époque, on était en 2G et demi, il fallait un quart d'heure pour charger une page de pub, c'est pas la première chose que tu as envie de faire sur un téléphone. Donc on a fait des erreurs de focus, d'exécution, mais surtout l'écosystème avait changé. Et à partir de là, en tant qu'entrepreneur, on doit prendre des décisions. Et l'entrepreneur, c'est un animal qui doit être fondamentalement, structurellement schizophrène. Si vous n'êtes pas schizophrène, si vous êtes normaux, si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas de pathologie grave, arrêtez. Pourquoi schizophrène? Parce qu'on est coincé entre deux obligations. C'est que les entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui sont complètement malades de leur vision. Ils sont malades au niveau de la hargne, de la rage, et que quoi qu'il arrive, ils vont traverser les hivers froids. On va leur dire que c'est pas possible et ça va les motiver encore plus à le faire. Ils vont se prendre plein de claques dans la figure et ils avancent quand même. Donc il faut cette détermination qui dépasse la détermination, qui est pathologique. Mais à l'inverse, il faut être super flexible, se reconfigurer tous les jours et apprendre quand le marché change et pivoter s'il le faut. C'est-à-dire qu'il faut être certain de son idée pour aller jusqu'au bout et en même temps la changer tous les jours. Je ne sais pas comment vous viviez ça, moi je trouve que c'est un petit peu de la schizophrénie. Et sur Googjet, on était 3 fondateurs associés, on avait les 3 la rage et on n'avait pas envie d'abandonner, on croyait que ça allait marcher. Et le pivot, on l'a magnifiquement bien exécuté, honnêtement, mais on a mis 2 ans à le décider, alors que peut-être que des gens vraiment meilleurs que nous, peut-être plus américains, où les Américains ont une notion du temps qui est différente, aussi une notion de l'échec qui est différente, cette capacité peut-être plus rapide à abandonner et se reconfigurer aurait fait un pivot plus vite. Nous, on a mis du temps, on s'est battu, et puis quand la version V1 a raté, on a fait la V2, puis quand la version V2 a raté, on a fait la V37, et quand la V37 a raté, on s'est dit il faut peut-être penser à pivoter. Et donc ça a été hyper douloureux. Quand on met tout, mais vraiment tout dans un produit, ses week-ends, ses vacances, son énergie, un petit peu d'argent, le temps de ses proches, l'engagement de son équipe qu'on amène, des clients. On avait 1 200 000 téléchargements mobiles pré-iPhone, on était plus grand que Facebook en mobile à l'époque. On avait l'impression que ça pourrait marcher. Et quand là, il faut tirer le signal de fin, là, ça fait super mal. Donc ça a été super dur. En revanche, le pivot, on l'a bien fait, en le sens qu'on l'a communiqué de façon ultra transparente à notre écosystème. D'abord, c'est les gens qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, notre équipe de dev en tout premier lieu. Ensuite, c'était nos investisseurs. Pour eux aussi, c'était dur d'abandonner, puisqu'ils avaient mis pas mal de sous. Et ces pas mal de sous, voilà, au revoir. Et donc, à un moment donné, il a fallu prendre cette décision. On s'est regroupés tous ensemble, donc les fondateurs, les investisseurs, l'équipe de dev. On a tiré la conclusion qu'on n'y arriverait pas, que la V38 ne servirait à rien.
Et là, on a fait ce qu'il faut faire dans ces cas-là, indépendamment du processus qui mène à la décision. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a pris la décision, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de le faire de façon hyper radicale et hyper violente. Il ne faut pas récupérer des petits morceaux et essayer des trucs ça. Donc nous, on a fait l'état des lieux. C'est quoi nos actifs? Nos actifs, c'était une équipe de devs de malades, vraiment des très très bons, brillants. Deuxièmement, une connaissance du web social et du web mobile extraordinaire. Ça faisait 3 ans qu'on se battait dedans, qu'on avait vu naître et même qu'on avait humblement contribué à le faire naître. Et troisièmement, on avait toujours envie de se battre. On n'avait certainement pas envie de faire le boomerang qui repart après un échec, se cacher quelque part. Et donc de cet actif-là, on a recréé un produit. On a regardé macroscopiquement qu'est-ce qui se passait dans le web mobile, ok, c'était fait, c'était quoi la prochaine étape. On a vu qu'il y avait cette vague de la curation qui arrivait. Donc en gros, pourquoi elle arrivait? Parce que le web est arrivé à un point de saturation d'informations. On n'a jamais trop d'informations, mais on a tellement d'informations que notre plus grande problématique maintenant n'est plus de trouver un contenu, mais de trier tous les contenus qui nous arrivent. La connaissance maintenant, elle est diffuse, elle est temps réel, elle est pervasive, elle est partout. Vous avez, il n'y a plus une information, il n'y a plus un secret caché, sauf que maintenant il se cache sous la masse, sous le trop-plein. Et donc ce besoin est arrivé de trier le web, de penser que l'être humain était la meilleure façon de trier le web, et non pas les algorithmes. Dès que les algorithmes progressent beaucoup, il faut vraiment mettre de l'être humain, de la pertinence et de l'impertinence dans le tri pour que ça soit intéressant. On s'est dit, ça c'est un truc à prendre, ça va arriver, c'est chaud. Et on a décidé de tout jeter, donc 100% du code, on a tout jeté, on a arrêté, on a dit à tous nos clients qu'on n'existait plus, c'était mortel, ça fait très très mal. Et le lendemain, on s'est réveillé, c'est nouvelle virginité, ça allait bien, c'était la grande pêche, et on s'est dit, soit on réussit à le mettre en ligne et à prouver de l'attraction en 6 semaines, soit on arrête tout. Pendant 6 semaines, on n'a pas beaucoup vécu, mais en fait c'était bon. C'était bon parce qu'on a tué ce qui ne marchait pas, on n'a pas coupé 2 branches pour essayer de faire repartir les bourgeons, on a tout déraciné, on a tout brûlé. Et au bout de 6 semaines, comme on n'avait que ça à faire, c'est-à-dire vaincre ou mourir, entre guillemets, au bout de 6 semaines, on a une traction. Parce qu'on a très bien exécuté ces 6 semaines, parce qu'on a eu aussi un petit peu de chance, qui est que le planning était bon par rapport au marché. Autant le marché du mobile, Internet, du web mobile, n'était pas très smart de notre part, autant le marché de la curation, on est arrivé au moment où la vague allait monter, on s'est positionné dessus avec une offre qui était bien ciselée par une équipe super compétente et qu'on a poussée au moment où tout le monde en parlait. Et au bout de 6 semaines, ça a pris très fort et on a eu pendant la première année et demie 30% de croissance mensuelle en faisant 0 investissement marketing, en pur organique, pur viral. Et donc on a dit, si ça se trouve, on a trouvé quelque chose. Et donc ce quelque chose, on l'a transformé en un bêta privé. On a invité des gens donc à venir tester. Et même sur invitation, ça continue à croître de façon assez spectaculaire. Et donc en novembre 2011, 10 mois après ou 11 mois après le pivot, on a acté qu'on tenait quelque chose qui pourrait être viable, qu'on avait une bonne boîte, donc que le pivot avait réussi. Et là, on a une chance assez forte, c'est qu'on a conservé la confiance de nos investisseurs dans ce pivot et ils ont refinancé le Scoopit après. Voilà, donc Scoopit, c'est né sur les cendres d'une boîte qui était intéressante, qui était une belle aventure, qu'on a bien pivoté, mais qu'on a peut-être traîné un tout petit peu trop longtemps. Voilà. Maintenant, Scoopit, ça marche bien, et la boîte est franco-américaine, on fait plus de revenus et plus de trafic aux US, mais la France n'est pas loin derrière. Est-ce que vous avez un concurrent qui s'appelle Paperly? Oui, tout à fait. Par rapport à eux, vous positionnez comment? C'est la différence? Nous, on se situe en Californie et eux en Suisse. On a 247 372 concurrents, parce qu'il n'y a pas une barrière à l'entrée qui pourrait être comme d'envoyer une fusée sur Mars. Tout le monde a besoin de ce type d'outils, ils sont relativement faciles à fabriquer, et toutes les semaines, depuis qu'on s'est lancé, toutes les semaines, il y a un concurrent qui naît et un autre qui meurt. Donc on en a effectivement beaucoup. Aujourd'hui, après 3 ans d'existence de ce métier-là, on est à peu près né au moment où ce métier de la curation professionnalisée est né. Ça s'est séparé en 3 catégories. Une catégorie d'une demi-douzaine de leaders qui ne font pas que de la curation et qui sont rentrés dans un métier qu'on appelle le marketing automation. C'est des Américains, tous. Ils ont levé pas mal d'argent et ils ont réussi à faire des vraies boîtes. Des vraies boîtes, on va dire, c'est des boîtes qui valent 100 millions ou plus. Il y en a qui ont passé le milliard et qui ont une forte traction, mais pour lesquelles la curation est un petit argument caché dans une suite plus lourde. On n'en est pas là. On a laissé partir cette vague-là, on n'a pas réussi à prendre cette vague-là. Et puis de l'autre côté, Newscred, Percolette, HubSpot, Marketo, Eloqua. Non? D'accord, ok, c'est du marketing automation, c'est très B2B. Il faut être dans le marketing automation, dans l'inbound marketing, il faut être B2B pour connaître ces boîtes. Mais elles ont créé un standard de fait. Ce ne pas des boîtes immenses, mais c'est des boîtes qui commencent à friser les quelques centaines de millions de dollars de valo. On peut dire que c'est des belles réussites. Mais il y en a qui ont été rachetés, Eloqua a été racheté par Oracle.
Oui, tout à fait. Non, pas tous. HubSpot est en train de filer pour son IPO. Newscred et Percolette viennent de faire leur série B et C, rétrospectivement. Ils en sont à peu près à 100 millions de fonds de levée. Et effectivement, Eloqua racheté par Oracle. Un petit peu. Voilà, c'est ça. On est dans un début de consolidation. Mais ces gens-là, ils sont là en tant que marketing automation, pas en tant que curation. Curation, c'est un argument quelque part, mais ce n'est pas l'argument principal. Après, il y a une collection, mais je ne connais pas le nombre de dizaines, centaines peut-être de petits acteurs qui font de la curation de façon light et qui tentent de se lancer et qui meurent rapidement. Et c'est là où on les a complètement largués. On a une traction bien supérieure, à la fois en termes de revenus et en termes d'usage. Et au milieu, il y a peut-être 4-5 boîtes qui se tirent la bourre dans cette ligue-là. Paperly en est un, Curata en est un autre, Publish-This si vous connaissez. Mais on n'est pas très nombreux. Là-dedans, on est le plus gros, mais on n'est pas, on n'est pas énormément plus gros que les autres. Et donc, nous voilà, on se bat dans cette ligue. Dans cette ligue, on a une bonne traction. Donc, Paperly, c'est différent. L'argument de Paperly, c'est de dire qu'ils vont trier automatiquement, ou presque automatiquement, les flux qui vous sont destinés. Ils vont écouter votre Twitter, écouter votre Facebook, et en fonction de ce qui vous arrive, ils vont mettre tout ça dans un magazine élégant, grâce à un beau savoir-faire de mise en forme et de récupération d'informations. Et l'argument, c'est que c'est plus facile à lire pour vous. Très bon argument, parce que lire tout ce qui vous arrive, c'est compliqué. Qu'un algorithme fasse le tri et puis vous donne un digest de 10% et vous le présente de façon graphique, c'est chouette. Mais est-ce que vous avez envie de communiquer, de fabriquer votre marque avec ce que vous lisez ? En fait, non, vous avez envie de communiquer ce que vous écrivez normalement. Donc, eux, ils sont dans une curation du inbound, de ce qui vous est destiné. Nous, on est une plateforme de publication, c'est-à-dire qu'on aide les gens, et précisément les entreprises et les marques, à fabriquer des magazines, à se fabriquer une présence en ligne à partir de ce qu'ils ont envie de communiquer à l'extérieur, pas de ce qui leur arrive. Alors, bien évidemment, on peut recycler ce qui nous arrive. Donc, il y a effectivement un côté conjoint, un petit overlap entre ce qu'on fait, mais vraiment, on est une plateforme de fabrication de médias vers l'extérieur. Et donc, on est très utilisé en B2B parce qu'on fait gagner du temps aux gens et puis de façon très héroïste, si vous faites de la bonne curation, c'est-à-dire du choix de contenu pertinent que vous augmentez d'un petit contexte, d'une perspective, d'une valeur ajoutée personnelle de marque, ben vous arrivez effectivement de façon très héroïste à fabriquer plus de contenu que si vous le créiez. Et ce contenu, il arrive à attirer beaucoup de trafic, et du trafic qualifié parce que votre contenu est très thématisé, ça contribue au SEO, ça contribue au community management, donc il y a toute une justification B2B à avoir cette ligne éditoriale. Et la chose qui est la plus passionnante, la plus étonnante, c'est que ce côté héroïste, on le comprend. Le truc qu'on ne comprend pas, qui n'est peut-être pas intuitif, et qui a été démontré par 2 études indépendantes aux US, que j'adore citer parce qu'elles vont dans le bon sens, c'est que quand vous faites de la bonne curation, c'est-à-dire que vous recyclez du contenu écrit par quelqu'un d'autre, non seulement c'est efficace parce que c'est du contenu qui a un aspect SEO que les gens vont vous lire, mais en plus vous avez plus de crédibilité que si vous écriviez vous-même. Et c'est une étude qui a montré qu'il y a entre 6 et 7 fois plus de crédibilité de votre audience si vous recyclez un contenu pertinent de quelqu'un d'autre. Ça montre votre ouverture d'esprit parce que vous osez utiliser ce que dit quelqu'un d'autre, et en plus ça apporte une espèce d'objectivité par rapport à votre sujet, alors que ce que vous écrivez, moi je peux écrire pas mal de blog posts pour expliquer que Scoopit c'est la meilleure plateforme de curation du monde. Si vous le faites à ma place, ça aura plus de... D'ailleurs si vous avez envie de le faire, je vous retweet de suite. Merci. Et alors? Très bien, moi j'écris pas, mais justement... Objectivement. Non, c'est vrai. Moi je le préfère à Paperly en termes d'ergonomie. D'accord, merci. Merci. J'ai juste une question que j'arrive pas bien à comprendre, c'est par rapport au duplicate content en fait. À qui, pardon? Le duplicate content, oui. Ça fait faire de la curation, mais ça ramène quand même du trafic sur le site en SEO. Oui, ça marche très bien en SEO parce que ce n'est pas du duplicate content pour 3 raisons. La première, c'est qu'on fait une courte citation et que la notion de courte citation, d'extrait, est acceptée par Google. Et c'est même canonique. La deuxième chose, c'est que Google va considérer la page et non pas un morceau du contenu pour qualifier et votre agrégation est unique. Troisième point, très important, c'est de rajouter un commentaire, un insight, une petite partie personnelle qui se trouve nulle part ailleurs. Si vous copiez 80% de l'article et que vous l'agrégez de la même façon que vous rajoutez rien, duplicate content, sanctionné. Et on a des spammers qui ont fait ça. On s'est fait rappeler à l'ordre par Google l'été dernier, où ils avaient découvert qu'on avait du trop bon SEO. Et on a fouillé, on a vu, on a supprimé, on a tué 7000 comptes de ultra spammers qui utilisaient les performances intrinsèquement bonnes en SEO de Scoopit pour se rapporter du trafic. Et on les a tués parce qu'on ne veut pas faire ça, c'est black hat. Mais si vous faites juste une courte citation et un ajout de contexte personnel, le tout dans un agrégat original, il n'y a pas de sujet, vous récupérez vraiment. Alors,
On n'a pas d'offre B2C, on a une offre gratuite, mais ce n'est pas B2C. Les utilisateurs qui l'utilisent à titre gratuit sont quand même là dans une démarche professionnelle. Il y a peu de gens qui font de la curation de leur hobby ou de leurs photos de vacances chez nous. Ça va être quand même des gens qui s'intéressent. Alors ce qu'on offre, les 3 fonctions fondamentales de la curation, c'est trouver, découvrir, sélectionner, enrichir, donc éditer, rajouter l'insight, le commentaire, etc. et partager, diffuser sur un ensemble de médias. Ces 3 fonctions-là, elles sont disponibles gratuitement. Si on paye, on obtient des fonctions donc premium pour les entreprises qui sont vraiment orientées business. Par exemple, la customisation, on peut aller jusqu'au white label du magazine, des analytics pour mesurer les performances, davantage de tout ce qui est quantitatif et plus grand, donc plus de sièges, plus de topics, plus de posts, plus de canaux de distribution, l'intégration dans WordPress ou autre système. Dans WordPress, c'est très apprécié parce qu'en général, on a déjà une présence sur WordPress et on a envie de profiter de la curation pour la nourrir. On a la possibilité de mettre du lead gen à l'intérieur du topic. Donc on a la possibilité de privatiser les topics aussi pour les partager sur une audience contrôlée. On a la possibilité de générer automatiquement des newsletters pour faire du push. Donc il y a toute une collection comme ça de fonctions qui sont vraiment des fonctions pure business. On n'a pas envie que les gens pensent que ces fonctions-là soient fondamentales. Là, ce qui est fondamental, c'est de trouver du bon contenu et de l'augmenter et de le partager. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ça commence à prendre, vous vous dites, mais cette chose qui prend et qui attire du trafic, ça serait bien si c'était ma marque qui est dessus, puis ça serait bien si je pouvais capturer les passants, et puis ça serait bien peut-être si je pouvais en avoir 3 plutôt que 1. Et donc, il y a un moment, une démarche où les gens ont envie de convertir. Et on a plusieurs degrés de conversion et donc de graduation des fonctions qui sont disponibles. Alors moi, j'ai une question par rapport à la Silicon Valley. Vous connaissez bien, je reviens d'un an à San Francisco, où j'ai bossé pour 2 startups. Cool, on s'est pas vu. Non, c'est pas vu, malheureusement. Mais donc, j'étais assez fasciné par cet écosystème. Et donc là, je reviens à Paris, je suis encore étudiant. Et donc, dans 2-3 ans, je vais monter une boîte. J'ai pas encore de partenaire. J'ai été fasciné par la Silicon Valley. J'ai du mal aujourd'hui à me voir monter une boîte en France, à Paris. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Ce que j'ai envie de dire, monte une boîte à Paris. Il n'y a pas un environnement meilleur au monde pour monter des boîtes. Non, mais sérieusement, non, c'est pas de politique, pas de biaisé. J'ai monté en Asie, en France et aux US pour monter une boîte. Je dis bien monter, je ne dis pas développer, de ça. Pour monter une boîte, il n'y a pas d'environnement meilleur qu'en France. Les meilleurs ingénieurs du monde, pas les plus chers, et de loin. Un environnement administratif et gouvernemental totalement favorable, avec le CIR, la BPI, les trucs comme ça. On commence à avoir un environnement de business angels, certes timide, mais qui commence à être actif. On a la chance extraordinaire de commencer à avoir des vieux, c'est-à-dire des gens qui ont déjà, riches ou pas, vieux, qui sont déjà passés par là, c'est-à-dire une deuxième génération. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de deuxième génération de start-upers. Et ces gens-là ont envie de rejouer, ont envie d'aider. C'est un marché qui n'est pas ridicule. C'est peut-être pas le marché qui va pour aller à l'IPO, mais il n'y a aucun type de business sur lequel on va dire mince, la France c'est trop petit. Quoi. Il y a des boîtes qui se montent dans les pays baltes. Quoi. Je ne sais même pas dire est-ce qu'il y a 1 million d'habitants là-bas. Quoi. Non, bon, ils y arrivent quand même. Les boîtes qui se montent en Israël et qui se développent très bien. On a un marché beaucoup plus grand que n'importe qui de ça. Donc monter une boîte à Paris, c'est au contraire, c'est le truc génial. Et tout ça avec la ville où le reste du monde a envie de vivre. Quoi. Alors, sauf moi je suis de Toulouse, donc avec votre climat de merde, moi je. Non. Mais sérieux, il faut pas se poser cette question-là. Maintenant, si ton business est américain, c'est différent. L'autre question qu'il ne faut pas se poser, c'est que si tu as envie de voyager, si tu as envie de traverser les frontières, si tu as un business américain, il faut voyager. C'est une évidence. Pour moi, le voyage, c'est aussi fondateur que l'entrepreneuriat. C'est même plus fondateur, et même je ne fais plus la différence entre les deux. Voyager, c'est aller dans un endroit où on ne sait pas ce qui va se passer, rencontrer des gens qu'on ne sait pas qu'ils existaient, et l'entreprise, c'est la même chose. Et donc, il faut voyager, c'est une évidence. Mais il ne faut surtout pas se dire, je ne peux pas monter de boîte à Paris. Monter une boîte à Paris, c'est super simple. Ça coûte pas cher, c'est rapide, tu peux trouver des gens sympas. Et il ne faut pas oublier que quand tu montes une boîte, tu fais face à 1 million de trucs que tu ne sais pas faire. Le premier jour. Si tu rajoutes à ça le gap culturel, le gap linguistique, le truc que tu ne sais pas comment marche l'administration, que tu ne sais pas faire répondre au fisc, ça fait 2 millions. Et ce n'est pas forcément facile. Donc moi, je pense qu'il faut voyager, il ne faut juste pas se poser la question, il faut se casser. Mais pour le plaisir de voyager, pas pour dire qu'à Paris, on ne peut pas monter de boîte. Quoi. Et ici, la preuve, vous en êtes la preuve, quoi. L'écosystème, c'est un écosystème de folie. Quoi. Il n'y a pas d'endroit au monde où il se passe autant de choses que ça. Hein. Sérieux. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Quoi, en Lituanie? Non, il se passe beaucoup de choses. J'ai l'impression, c'est un ressenti personnel, mais j'ai l'impression que ça bouge quand même beaucoup plus vite. Alors,
Tout va plus vite là-bas. Ça, je te l'accorde. On n'est pas encore à ce niveau-là. Et d'ailleurs, s'il fallait prendre tous les critères qui différencient la façon dont les startups, les VC, etc. marchent en Silicon Valley versus la façon dont ils marchent en Europe, la vitesse, ça serait le critère numéro 1. La prise de décision. Dans le business, c'est pareil. J'ai pas plus de succès quand je fais du business en direct en France qu'aux US. Sauf qu'aux US, je sais si j'ai gagné ou si j'ai perdu au premier meeting. En France, au 42e meeting, on m'offre encore un café, et puis je peux venir, et je sais même pas s'ils sont là pour écouter mes idées et les répliquer, ou qu'ils osent pas dire non, ou qui ou quoi. Et ça, c'est juste insupportable. L'administration marche aussi un petit peu plus vite là-bas, le capital risque, le business angel, les cycles sont plus courts. De même que tu vas te planter de façon beaucoup plus rapide, de même que le super associé que tu as trouvé, sur lequel tu as investi, il va se casser de façon beaucoup plus rapide. Donc, tout va plus vite. Et moi, j'apprécie beaucoup le rythme là-bas. Oui, je suis d'accord qu'on manque de momentum. Ceci dit, l'ambiance est vraiment bonne ici. Regarde tout ce qui se passe avec Xavier Niel, ça, les gens dessous, The Family, tout ça, mais c'est juste extraordinaire. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire du business en France, quoi. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Et si tu as envie de partir, casse-toi.